Quand on a, et une partie de cette population qui a très très peur, qui parle de Medinat al-Akha, ce dont personne dans le monde religieux ne parle. Quand on parle d'État juif, on parle d'autre chose. Cette peur provient du fait qu'il y a une telle ignorance, et ça on arrive maintenant non plus à la justice mais au système éducatif, il y a une telle ignorance de la tradition juive, de l'histoire juive, autre, que ces personnes-là ont comme modèle non pas quelque chose de juif, mais l'Iran d'aujourd'hui. Toute une partie de la population dont je fais partie a peur, effectivement, d'une dictature. Et c'est pas une peur complètement irréaliste, parce que depuis que ce gouvernement est au pouvoir, il a essayé de mettre la main sur la Bibliothèque nationale. 2, il a essayé de mettre la main sur l'Institut de la statistique. La peur n'est pas irréaliste. Bonjour et shalom, Richard Darmon, au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec cette semaine un débat sur les tensions internes sans précédent, c'est le moins qu'on puisse dire, en Israël depuis plus de 3 mois concernant le projet de réforme judiciaire présenté le 4 janvier dernier par le ministre Likoud de la Justice Yariv Levin. Un débat qui a largement débordé et qui s'est amplifié, qui débouche en ce moment sur un véritable débat de société qui s'intensifie et qui en fait a comme question de fond qu'est-ce que pourrait être le caractère juif et démocratique d'Israël. Avec nous dans le studio pour en parler, Daniel Lehmann. Shalom Daniel, vous êtes professeur émérite à l'Institut d'informatique de l'Université hébraïque de Jérusalem, dont m'avez-vous demandé de préciser, vos opinions n'engagent que vous et pas l'université. Thierry Dana-Picard, vous êtes professeur de mathématiques et président honoraire du Machon Lev. Vous êtes aussi membre, je pense que c'est un think tank ou un groupe d'intervention qui s'appelle Miftachim Israël, c'est-à-dire ce sont des mefakdim spécialisés dans le domaine de la sécurité. Qu'est-ce que c'est en fait C'est effectivement un think tank dont les membres sont des officiers supérieurs, très supérieurs, et des personnes de l'université. Et puis vous continuez à enseigner les mathématiques. Alors, je peux dire aussi que les opinions que je vais émettre ne sont pas des opinions officielles du Machon Lev. Alors voilà 3 mois et demi qu'on assiste à une profonde fracture qui s'inscrit dans la durée, franchement, entre les adversaires et les partisans de la réforme judiciaire, une réforme censée, dixit le Premier ministre et son entourage, rééquilibrer les compétences des 3 pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires en mettant fin à ce qu'à droite on appelle souvent le gouvernement des juges, qui a été instauré progressivement depuis 1992 par le président de la Cour suprême d'alors, le juge Aaron Barak. Alors avant d'aller plus au fond des choses, vous montrez-vous, chacun d'entre vous, optimiste aujourd'hui, maintenant que les délégués de la coalition et aussi les délégués de l'opposition entament cette semaine des négociations marathon chez le président de l'État Herzog afin de pouvoir arriver à un compromis sur cette réforme judiciaire. Daniel, est-ce que vous pensez que vous affichez un certain optimisme ? Non, je suis assez pessimiste. Je ne vois pas du tout comment cette discussion pourrait aboutir, en particulier à cause des derniers événements. Enfin, il y a une réforme assez générale qui concerne 5-6 lois différentes. Et s'il doit y avoir un compromis, finalement, ça va être nous, on abandonne, on vous laisse faire sur un côté, vous nous donnez l'autre, ça va être cette sorte de choses. Et ça n'a pas l'air du tout de se diriger vers cette direction, puisqu'ils ont décidé, finalement, d'après ce que j'ai compris, de discuter de la première loi, de la loi du changement de personnel dans la commission qui choisit les juges. Et là, il ne peut pas y avoir de compromis. La réforme essaye de faire en sorte que les juges soient nommés par le pouvoir. Et l'opposition va certainement s'y opposer. Et je ne vois pas comment il peut y avoir un compromis.
Et Thierry, vous êtes optimiste un peu plus ? Non, absolument pas. Cette soi-disant consultation n'en est pas une. D'une part parce que les manifestations qui ont eu lieu dans la rue étaient tellement antidémocratiques que cette conversation-là est basée sur quelque chose qui ne peut pas être démocratique. Et d'autre part, la position prise par le président s'est aligné complètement sur un certain côté, et on ne voit pas du tout une tentative de compromis. Il faut d'ailleurs dire que, et avec tout le respect que je lui dois, et le président Herzog est quelqu'un que je connais, que j'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement et dont on a vu que un certain nombre d'actions qu'il a faites et qui effectivement émanent de lui quelque chose souvent de profondément juif. On a vu avec le deuil de sa mère, même quand il était en représentation à l'étranger, on voyait que c'était un juif qui était en deuil de sa mère et c'était extrêmement respectable. Maintenant, le président de l'État, la neutralité du président, c'est quelque chose qui est une fiction que l'on a établie en dogme, alors que c'est un homme politique qui est élu par un quorum de politiciens. Il vient lui-même de partis de gauche. Donc, il n'y a pas tellement de d'illusions à se faire sur la suite de la démarche. Alors, si déjà vous estimez, vous êtes d'accord dans le désaccord, c'est possible. On ne pourra pas, pensez-vous, s'acheminer vers un certain type de compromis. Il y a un autre sujet, ce qu'on appelle en hébreu la Piskat Hidgabrut, qui concerne le problème de savoir qui aura le dernier mot en cas de conflit entre la Knesset et la Cour suprême. Vous pensez que sur cet aspect-là, c'est encore plus compliqué ? Encore plus impossible d'arriver à quelque chose ? Je pense que là, justement, sur ce sujet-là, c'est relativement possible. C'est tout à fait pensable qu'il y ait ce système qui permette... par exemple, à la Knesset de passer outre à une invalidation par la Cour suprême. Mais il faudrait des règles claires pour faire ça. Il faut évidemment que ce soit une majorité très qualifiée, par exemple une majorité des 2/3. Mais si on discutait honnêtement là-dessus, je pense que là, on pourrait arriver à un accord. Oui, ça, je pense effectivement. On va regarder ce qui se passe en France, où l'agitation dans la rue est aussi phénoménale. Mais il y a là-bas une cour constitutionnelle qui statue sur un conseil constitutionnel qui statue là-dessus. Cela dit, si on prend cet exemple-là, oui, qui sont les membres du conseil constitutionnel? C'est justement des politiciens. Un ancien président de la République est automatiquement membre. Mais il ne siège pas. Mais c'est pas une cour de justice. Mais la loi, en fait, prévoit cette chose-là. Enfin, ce sont des anciens politiciens. Il y a quelques anciens politiciens et puis des gens de la société civile qui sont plus ou moins, qui ont de l'expérience, qui sont plus. Mais ce qui est positif entre guillemets. Et puis ça marche pas tellement bien. Ouais. Non, mais c'est quand même qu'il existe. Il existe en France. 100% n'existe nulle part. Non. Mais on peut quand même regarder un peu ce qui se passe ailleurs. De la même façon qu'on peut regarder ce qui se passe aux États-Unis, la façon dont les juges sont nommés. Je dois dire que je n'aime pas beaucoup ce qui se fait là-bas non plus. C'est une catastrophe. De la même façon qu'en France, le principe du jury populaire est quelque chose qui ne garantit pas forcément la justice. Mais une réforme importante à faire ici, c'est parfaitement clair. Je pourrais vous donner un nombre assez impressionnant de cas, même que ce soit de l'histoire extrêmement récente, les dernières semaines, ou que ce soit un petit peu plus loin dans le passé. Mais juste un petit exemple, oui. Des personnes se sont permis de voler un tank dans un site de mémoire sur le Golan. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. C'est juste un petit détail. Oui, pour l'amener dans les manifestations. Peu importe pourquoi. Non, mais qu'est-ce que l'action en question, c'est pas autre chose, on peut pas l'appeler autrement. En français, il y a tout un tas de vocabulaire extrêmement beau pour ne pas dire voler. Chourer, engourdir, taper, taxer, ce qu'on veut, oui. Il y a toujours des moyens de ne pas le dire. Ils ont pris quelque chose qui ne leur appartenait pas, sans aucune autorisation, ils l'ont emmené ailleurs. Il n'y a aucune conséquence judiciaire de cette chose-là. Daniel, vous voulez dire quelque chose ? Pourquoi il n'y a pas de conséquence judiciaire ? Qui est fautif, là ? La police et le système judiciaire. Il aurait dû y avoir au moins ouverture d'une enquête et
Bon, mais il n'y a rien eu. Et on savait très bien qu'il n'y aurait rien. Bon, évidemment que c'est dans un certain... Il y a d'autres exemples. Si on parlait tout à l'heure de l'annulation de lois, par exemple, oui, c'est important. C'est assez impressionnant de voir quelles sont les lois qui ont été annulées. Quand même, là, c'est un vol qui ne nuisait à personne. Hein. C'est un vol. Personne n'utilisait le temps. Alors il peut exister une condamnation avec exemption de peine. Non, mais d'accord. Mais quelque chose aurait dû avoir lieu. Or, ça n'a pas eu lieu. Alors, regardez, venez... Et le nombre de cas, oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour la mort du petit Aouvias Sindik? Rien. Il n'y a pas eu d'enquête. Oui. Même pas une enquête. Je ne dis pas, je ne condamne pas à l'avance. Il y a eu une enquête. Il n'y en a pas eu. Il n'y a rien eu. Oui. Je peux remonter encore bien plus loin, mais le nombre de cas de ce genre-là montre bien qu'il y a nécessité d'une réforme. Le système judiciaire ne fonctionne pas. En tout cas, on évoquait le Conseil constitutionnel en France, que bon, la France c'est la France, mais c'est vrai que ce qui se passe en Israël, l'un des problèmes qu'a suscité, je pense, les initiateurs de la réforme, c'est qu'elle cumule cette cour des compétences à la fois de cour d'appel, de cour de cassation d'une certaine manière, mais aussi de Conseil constitutionnel et de gestion des affaires militaires. Et donc il y a une confusion qui s'est développée ces 30 dernières années, qui est à l'origine, à tort ou à raison, de cette volonté de réforme. Mais je voudrais qu'on revienne, puisque notre débat ne porte pas que sur la réforme judiciaire, sur le fait que finalement, depuis plus de 3 mois, on a dépassé le trimestre de protestations et de débats pas toujours très clairs sur ce projet. Je le disais tout à l'heure, cette fracture s'inscrit dans la durée, et voilà donc plus d'un trimestre que les Israéliens sont divisés, non pas sur tel ou tel paragraphe de cette réforme, parce que quelquefois ça paraît même un peu technique quand le débat s'ouvre sur les plateaux de télévision, mais plutôt on a affaire à des divergences de fond sur l'avenir du pays, et notamment sur le fameux double caractère d'Israël, dont on dit qu'il est un État juif et démocratique, comme si d'ailleurs, au fil des ans, alors que cette double appellation ne figurait pas en tant que telle dans la déclaration d'indépendance de 1948, elle a été ajoutée au fil des ans dans tous les discours des politiciens de tous bords, à la fin des années 70, début des années 80. On a eu l'impression, comme disent certains experts, qu'on a voulu, en ajoutant le mot démocratique, on aurait voulu compenser les éventuels archaïsmes qu'aurait la définition d'Israël comme État juif. Alors, est-ce que c'est le fond du débat, ça? Quel contenu donner à l'État juif et démocratique d'Israël? Quand on parle d'un État juif et démocratique, on met sur le même plan deux choses qui n'ont pas à être sur le même plan. Un État juif, c'est de l'essence, si je puis dire, pas du pétrole. Hein. C'est une question d'essence du pays, et ça correspondait à non seulement au rêve de Théodore Herzl, mais à des générations et des générations pour lesquelles nous prions pour cela. La démocratie est un système de gouvernement. Ça n'est pas il n'y a pas une essence démocratique. Et d'ailleurs, si on regarde le nombre de pays qui se disent démocratiques, certains qui le sont vraiment, avec des systèmes extrêmement différents. La démocratie à la mode française ou à la mode anglaise ou à la mode américaine ou à la mode allemande sont complètement différentes. Il y a aussi un certain nombre de pays qui se disent démocratiques, et je pense qu'aucun d'entre nous n'accepte cette définition-là. Mais tout simplement, la démocratie est quelque chose à laquelle on peut mettre, on peut mettre un certain contenu dans ce mot-là. Je vais juste vous donner un contre-exemple. Lorsque Rabin voulait donner le Golan aux Syriens, les habitants du Golan ont pris un camion frigorifique et l'ont rempli avec quelques tonnes de neige. Et ils ont déversé cette neige sur le trottoir devant la maison de Shulamit Aloni à Kfar Shmariaou. Et elle a hurlé à l'action antidémocratique. Oui. Je ne vois pas en quoi c'est antidémocratique, c'est une façon de manifester, ils n'ont fait de tort à strictement personne, en plus de la neige ça fond. Et c'est tout, quoi. Alors tout dépend de la définition que l'on donne au mot démocratie. Et si on va regarder l'origine du mot démocratie, c'est assez extraordinaire. La démocratie en Grèce, il y avait un certain nombre de gens, une petite minorité qui avait le droit de se rencontrer sur l'agora et de prendre les décisions, et puis tous les autres c'était des esclaves. Alors si c'est ça la définition de la démocratie, alors je comprends effectivement les manifestations. Depuis, ça a changé. Oui, mais je peux comprendre les manifestations
manifestation, quoi. Qu'est-ce que c'est ces gens-là qui se disent démocratiques? Et vous savez quoi? Il y a quelques années, j'étais délégué au Congrès sioniste mondial. Et dans une des commissions, les gens qui présidaient la commission faisaient un certain nombre de choses, prenaient un certain nombre de décisions. Et plus d'une fois, dans la matinée, j'ai dû intervenir pour dire ce que vous êtes en train de faire est antidémocratique. Et donc, je m'oppose à ce que vous êtes en train de faire. Et puis à un moment, je les ai vus, et ils savent pas que j'entends quand même relativement de loin et que je peux se voir sur les lèvres. Ils étaient en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce religieux-là qui nous parle de démocratie? Voilà, alors tout dépend de la définition. Oui, la démocratie, d'ailleurs, la Gemara le dit, la Torah le dit, quand ils disent que en memanim parnas ala tzibur elaim kanim lachim batzibur, c'est-à-dire qu'on ne nomme pas quelqu'un qui a une certaine autorité sur le peuple si on ne lui a pas demandé. Et en l'occurrence, dans une démocratie, celui qui est souverain, c'est le peuple. Et dans notre cas particulier, en ce moment, le peuple a décidé. Il y a eu des élections et le peuple a voté. Daniel. Alors, je pense effectivement que la fracture qu'on voit en ce moment, peut s'expliquer effectivement par les sens différents que les deux partis donnent à l'État juif et démocratique. Alors, on entend de temps en temps dire que cette fracture existe depuis le début de l'État d'Israël, depuis 1948. Je pense que c'est pas vrai, d'abord. Je pense que cette formulation juif et démocratique, je l'ai entendue qu'au fin des années 70, peut-être début des années 80, elle n'existait pas au départ. C'est ça. Mais effectivement, il y a maintenant deux conceptions complètement différentes de ce que c'est que d'être juif et démocratique. Alors, il y a une conception qui dit que l'État juif, l'État d'Israël est essentiellement juif et c'est la démocratie pour les juifs. Et démocratie, ça veut dire essentiellement volonté de la majorité. Et puis il y a une autre vision des choses qui dit que c'est l'État juif, comme dans la déclaration de l'indépendance. La déclaration de l'indépendance est assez claire. Il y a une tradition juive, on se réclame d'une tradition juive, pas de la Torah d'ailleurs, des prophètes. Et d'Eretz Israël, on a une tradition en Eretz Israël. Et démocratie, ça veut dire égalité des droits. Alors, dans la déclaration d'indépendance, c'est pas de discrimination suivant la race, le sexe et la religion. Et ces deux conceptions sont en fait opposées. Mais est-ce que vous ne pensez pas l'un et l'autre... peut-être avec des explications, des éclairages différents, que pour dire les choses plus simplement, parce que c'est un débat évidemment profond, délicat, qui pourrait faire l'objet d'un séminaire et pas d'une rencontre sur un plateau, mais on a parfois l'impression qu'une partie plus laïque et de centre-gauche, certains diront dans un certain milieu, d'une certaine élite du pays, on redoute qu'Israël devienne un État, j'allais dire, trop religieux, je ne sais pas très bien ce que ça peut vouloir dire, et par contre, alors que, oui, l'effet de l'évolution démographique risque fort de faire pencher les équilibres sectoriels de la population vers plus de valeurs juives, plus d'orthodoxie, entre guillemets, puisque dès 2030, d'après les démographes, un tiers des Israéliens seront classés dans le camp haredi, c'est-à-dire orthodoxe. Est-ce que c'est pas ça finalement, ces peurs inconscientes ou maintenant très conscientes d'une partie de la population qui s'identifie pas à ce profil-là d'Israël? Oui, il y a certainement d'une grande partie de la population. Cette peur-là, indéniablement. Et puis, il y a le problème de la population harédite, dont une grande partie de la population a l'impression qu'elle ne participe pas aux charges dont tout le reste du pays, en particulier, au service militaire. La date prochaine à laquelle probablement on va voir de nouveau une sorte d'explosion, c'est le Chok HaGiyus qui va arriver immédiatement. Et il y a toute une partie de la population qui n'accepte pas que une autre partie de la population soit simplement parce que ses parents s'habillent d'une certaine façon ou soit dispensée de service militaire.
Thierry ? Oui, je pense que c'est une image un petit peu simple. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas servir à l'armée pour les raisons que vous dites. Il y a quand même d'autres raisons, oui. Pourquoi faut-il impérativement que ceux qui viennent même des yeshivot Esder, qui sont un public qui veut servir à l'armée, qui est même volontaire pour aller dans les unités les plus difficiles, ce qu'on appelle les unités d'élite, et qui sont prêts à aller vers les statuts d'officiers et autres, se retrouvent constamment en train de se battre en train de se battre non pas avec l'ennemi, mais avec des réglementations qui brusquement leur tombent dessus, en mélangeant les garçons et les filles dans des tanks, et dans lequel on voit que les chefs de l'armée, quelquefois, font marche arrière d'accords qui avaient été donnés, et ce qui fait que la possibilité de servir à l'armée même se réduit pour ces populations-là. Je ne veux pas revenir sur le nombre d'officiers qui portent une kippa sur la tête et dont l'avancement s'est retrouvé coincé, le fameux plafond de verre dont on parle pour les femmes, mais qui existe aussi pour des officiers hommes, simplement parce qu'ils ont une kippa sur la tête. Le problème existe. Des problèmes de cache-route, alors à l'époque où je faisais mes milouim, on réglait les problèmes de cache-route de façon relativement simple, parce qu'il se trouve que dans mon unité, nous étions assez nombreux, et tout simplement quand on arrivait dans un moutsav, dans un poste dans la vallée du Jourdain, eh bien le rav de la vallée du Jourdain embarquait tout le matériel de la cuisine, nous apportait du matériel neuf, on résolvait le problème comme ça. Mais il y avait des endroits où on savait très bien que la cache-route n'était pas gardée. Et ces problèmes existent là. Au lieu de prendre ces problèmes-là à bras le corps, alors on essaie de mettre à part le monde haredi. Maintenant, quand tu parles de la peur d'un certain nombre de gens, quand quelqu'un ressent quelque chose, je peux pas discuter. Il ressent ça, il le ressent. Je peux essayer de lui expliquer que son ressenti provient de quelque chose qui est une erreur. Mais quand on a une partie de cette population qui a très très peur, qui parle de Medinat Halacha, ce dont personne dans le monde religieux ne parle. Quand on parle d'État juif, on parle d'autre chose. Mais cette peur provient du fait qu'il y a une telle ignorance, et ça, on arrive maintenant non plus à la justice, mais au système éducatif, il y a une telle ignorance de la tradition juive, de l'histoire juive, autre, que ces personnes-là ont comme modèle, non pas quelque chose de juif, mais l'Iran d'aujourd'hui. Alors justement, c'est de ça qu'ils ont peur. Or, personne dans un public raisonnable ne prend ça comme modèle. Mais alors, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose là-dessus ? Non, alors justement, pour aller plus de l'avant, ne pensez-vous pas que ce débat national, qui n'a jamais été d'ailleurs fort bien organisé, et à fort à parier, oui, que les consultations chez le président, ça sera sans doute, sauf sur quelques points, un dialogue de sourds, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce débat national se trouve faussé, voire amplifié par deux éléments ? Premièrement, le rôle biaisé, peu éducatif et déséquilibré de la plupart des médias nationaux qui sont traditionnellement très opposés à Netanyahou en tant qu'homme politique, un peu moins au Likoud, mais il y a quand même un certain ton dans les grands médias et qui soutiennent depuis le départ, de manière forcenée, les manifestations de protestation contre la réforme. Et puis, deuxièmement, plus grave, dans n'y aurait-il pas quelque chose de faussé dès le départ, vous venez de faire illusion, Thierry, à l'instant, dans cette vieille habitude israélienne, d'ailleurs intersectorielle, qui ne concerne pas tel ou tel panel de la scène politique, qui fait que quand on parle politique ou société dans ce pays, on utilise un langage manichéen qui pousse vers les extrêmes. C'est ainsi que, par exemple, moi, en tant qu'observateur, j'ai peut-être des idées, mais on était stupéfait d'entendre les protestateurs proclamer que le régime de Netanyahou deviendra une dictature obscurantiste, ce sont les mots même cités par Tzipi Livni lors de la première manifestation d'ailleurs de Tel Aviv. Et est-ce que ça ne pouvait pas penser à quelque chose qui est au-delà du politique ? C'est que, par exemple, il est arrivé en ce qui me concerne, en circulant à Meacharim, à différentes époques, de voir deux gosses se disputer un ballon ou un jeu en se traitant mutuellement, ils étaient les deux religieux, de fascistes et de nazis. Est-ce qu'il n'y a pas à la fois déformation et bourrage de crâne médiatique, mais plus encore des abus de langage qui sont ancrés dans les mentalités israéliennes ? En ce qui concerne le bourrage de crâne médiatique, ça j'y crois pas.
finalement, on a 4 chaînes de télévision nationales. Évidemment, il y a de grandes différences entre les chaînes. Typiquement, vous regardez celle qui vous plaît le plus. Et donc, mais il y a plusieurs journaux. Il y en a un qui est tout à fait Netanyahou. Et puis, il y a Qualita, et puis il y a tout l'Internet, tout ce qui circule. La quantité de propagande que je reçois de l'autre côté me fait dire que... Dans les réseaux, vous voulez dire. Dans les réseaux, donc tout le monde a la parole, là. Il y en a peut-être un peu trop. Maintenant, est-ce qu'on a tendance à voir tout de façon manichéenne ? J'ai pas l'impression, parce que... Justement, jusqu'à présent, jusqu'au mois de janvier dernier, il y avait une sorte de dialogue, il n'y avait pas vraiment de graves problèmes. Ce qui est arrivé depuis le mois de janvier, c'est effectivement toute une partie de la population dont je fais partie a peur, effectivement, d'une dictature. Et c'est pas une peur complètement irréaliste, parce que depuis que ce gouvernement est au pouvoir, il a essayé de mettre la main sur la Bibliothèque nationale, il a essayé de mettre la main sur l'Institut de la statistique, et d'autres, et la culture, ils vont essayer de décider ce qu'on peut voir et ce qu'on peut présenter, et la peur n'est pas irréaliste. Oui. On va de nouveau, contre une peur, je peux pas faire grand-chose. Cela dit, si juste votre dernier exemple, la Bibliothèque nationale, le gouvernement précédent a nommé à sa tête quelqu'un qui n'a aucune qualification pour y être. Alors, ça, c'est discutable. Donc, on peut pas franchement prendre cet exemple-là. Le gouvernement essaie de faire un certain nombre de choses. Je pense que je suis moi-même critique d'une certaine façon de faire et d'un certain nombre de choses. Il y a des choses qui se font, des choses qui se disent, qui ne devraient pas se dire. Mais vous avez cité Tzipi Livni, mais on pourrait citer un certain nombre de gens comme ça. Par exemple, il me semble qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient prêts à prendre les armes contre... Et rien ne s'est passé contre eux. Ils auraient dû être traînés en justice. Et quand on parle d'expression manichéenne ou ces enfants qui se sont traités l'un l'autre de fascistes ou de nazis, il y a un professeur d'université à Jérusalem qui a parlé des Juifs de Hebron dans les implants des nazis. Il y a un autre connu comme philosophe qui a trouvé le moyen de parler des soldats ou de parler des Juifs de Hebron comme des Judo-Nazim, et personne ne les a jamais traînés en justice, alors que je pense que leur place aurait été au minimum en justice pour répondre de leurs paroles et de leurs actes. Et ça ne se faisait pas. Donc il n'y avait pas vraiment un dialogue. Il y avait les insultes étaient là. Et rien ne s'est passé. De nouveau, une bonne raison de réformer le système, parce que dans des cas comme ça, ces personnes-là doivent répondre de leurs actes devant un système de justice, devant un tribunal. Alors j'ai une dernière question, parce qu'on arrive peut-être, vous voulez répondre Non, je ne suis pas du tout sûr que la réforme de la justice soit précisément ce qui va remédier à ce problème-là, quoi. C'est plutôt un problème d'éducation, c'est un problème... Bon, je suis parfaitement d'accord qu'il y a un problème d'éducation, mais on se retrouve là avec une situation... Quand vous dites qu'on n'est pas sûr que ça va l'amener... Personne ne peut en être sûr, parce que personne ne sait ce qui va se passer demain matin, sauf certains journalistes qui sont capables de le dire. Ça, qui sont les nouveaux prophètes. Alors j'ai une dernière question, qui est l'ultime question, parce qu'on a dépassé un peu et on n'a pas beaucoup de temps. Je vous demanderai de répondre avec 2 phrases, une phrase et demie, mais pas des phrases proustiennes, de 25 lignes. On n'a pas de Madeleine ici. Non, c'est vrai. Et peut-être que la prochaine fois, on vous servira ça. Donc, à vous écouter, on n'est pas du tout vers... on ne risque pas, tant s'en faut, si justement on arriverait à un compromis sur tel ou tel aspect de la réforme judiciaire, on ne risque pas, d'après vous, de servir de ce moment de dialogue, peut-être pas chez le président, mais dans un forum qui se créerait après, qui pourrait être une constituante à l'israélienne, pour essayer de dépasser le seul problème juridique, mais de doter Israël d'une constitution, de 2 chambres législatives, ce qui ferait un équilibre, un Sénat israélien, ça aurait sa place, un Conseil constitutionnel
on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on ne va pas quand même arriver dans les mois qui viennent, pas dans les semaines, mais peut-être à un tournant dans une grande réforme des institutions israéliennes? Est-ce que vous y croyez, Daniel? Non, je n'y crois pas trop. Mais enfin, en général, je ne suis pas tellement optimiste. Donc là non plus, mais peut-être ça pourrait arriver, mais je ne sais pas. Je pense qu'à court terme, non, parce que le fossé est extrêmement profond. Mais effectivement, parler, c'est pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, même si nous ne sommes pas forcément d'accord sur ce que nous sommes en train de dire l'un à l'autre, en sortant d'ici, nous resterons amis. Donc, si on peut prendre ça comme exemple de deux personnes et ça peut être un bon exemple, ça prendra du temps, parce qu'en fait, nous parlons de phénomènes historiques. Et un phénomène historique est quelque chose qui ne se résout pas par ce qu'on appelle en hébreu zbeng vegamarno. Au contraire une nouvelle fois une personne dont j'espère qu'un jour il sera traduit en justice, celui qui a appelé à la révolte et à la révolte armée en disant que de toute façon les changements ne se font que dans le sang. Je lui laisse la responsabilité de ce qu'il a dit et qu'il demande aux Portugais, ils ont réussi à changer de gouvernement sans verser le sang. La révolution des œillets. J'espère petit à petit qu'on y arrivera, mais c'est un problème d'éducation et ça doit commencer très très tôt. Et tout le système a besoin effectivement d'être changé, d'être réformé. En tout cas, je vous remercie. C'est pas un sujet facile et surtout que l'avenir est incertain, l'avenir à court terme. Et a fortiori évidemment à moyen terme. Je vous remercie du temps que vous nous avez consacré. Je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à et à la vous-même. semaine prochaine. Merci à vous-même et merci à tous. Merci.